Désormais, on quitte les troubles de la statique, que ce soit rachidienne ou des membres de l'enfant, et on va rentrer sur un groupe de pathologies beaucoup plus global et qui peut atteindre n'importe quelle partie du squelette en croissance. On parle donc des dystrophies de croissance, des épiphysites de croissance, apophysites de croissance, tout ça, c'est la même sphère de pathologie. Les plus connus sont la maladie d'Osgood-Schlatter et la maladie de Sever. L'Osgood-Schlatter qui atteint le genou et la maladie de Sever qui atteint le pied. On les détaillera un petit peu plus bas. En fait, ce groupe de pathologies peut toucher tous les os. S'il s'agit des os longs, on parlera d'épiphysite puisque c'est l'épiphyse qui sera atteinte. S'il s'agit de tous les autres os comme le calcanéum, on parlera d'apophysite, mais c'est la même sphère de maladie. Il s'agit d'une perturbation de l'ossification encondrale et en fait, lorsque le patient va faire des poussées de croissance, la jonction os-cartilage est un petit peu fragile et elle peut devenir douloureuse, en particulier si elle est soumise à des contraintes mécaniques importantes. Et la première contrainte mécanique, ça va être le sport. C'est pour ça qu'il s'agit régulièrement de patients en croissance sportifs. Et en fait, on dit que c'est la même sphère de pathologie parce que à l'anamnèse, on retrouve les mêmes facteurs de risque. Un patient en croissance qui fait du sport. À l'examen clinique, on va retrouver un petit peu la même clinique, c'est-à-dire un point électif douloureux en regard d'une épi ou d'une apophyse, éventuellement un œdème local. Et à la radiographie, on retrouvera le même aspect avec un noyau d'ossification qui sera irrégulier ou fragmenté. Dans la maladie d'Osgood-Schlatter, en fait, c'est la tubérosité tibiale chez l'enfant qui est une zone de croissance qui est soumise à des contraintes mécaniques très importantes puisqu'il y a le tendon rotulien qui s'insère dessus et sur les sports en extension, notamment le foot, cette zone est très sollicitée et donc peut être responsable de douleurs. C'est l'apanage du garçon de 11 à 15 ans, plus régulièrement que les filles. L'atteinte, elle peut être unie ou bilatérale. Quand c'est bilatéral, ça peut être en même temps ou asynchrone. Tout est possible. À l'examen clinique, vous vous retrouverez avec un patient qui a une tuméfaction au niveau de la tubérosité tibiale antérieure. Vous pourrez reproduire la douleur en appuyant dessus ou à l'extension contrariée de la jambe, parce que l'extension contrariée va faire tirer le tendon rotulien sur la tubérosité antérieure et vous reproduisez la douleur. Si à l'anamnèse, vous retrouvez les facteurs de risque, à l'examen clinique, vous avez vraiment cette douleur élective à l'examen et à l'extension contrariée, vous pouvez en rester là. Pas besoin nécessairement de faire des examens complémentaires puisque ça ne va pas amener à autre chose. Une autre chose qui vous permettra en tout cas d'être de plus certain de votre diagnostic, c'est le côté mécanique des douleurs. C'est-à-dire que plus le patient fait du sport, plus il a mal. Et par contre, dès qu'il ralentit un peu ou qu'il arrête, vous avez une franche diminution des douleurs. Si jamais ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à faire des examens complémentaires. Et le premier, c'est la radiographie. Mais si vous retrouvez tous les signes, et y compris ce côté très mécanique des douleurs, la radiographie ne vous apportera rien de plus. La prise en charge, ce sera celle des douleurs. Il n'y a pas de risque à continuer une activité sportive dans un contexte de maladie d'Osgood-Schlatter. Le seul risque, c'est d'avoir mal. Donc il faut bien expliquer au patient que si son activité sportive lui tient énormément à cœur, il n'est pas obligé de l'arrêter complètement, mais il peut l'adapter. On va reprendre l'exemple du foot parce que c'est une des activités les plus fréquemment en cause. Dans ces cas-là, ce qu'on dit aux patients, c'est que faire les entraînements la semaine, les matchs les week-ends, c'est beaucoup. Il faut qu'ils choisissent, il peut faire que les entraînements ou que les matchs. Et ce qui compte vraiment, c'est de voir les douleurs diminuer. Si on arrive à diminuer les douleurs sans arrêter complètement l'activité, eh ben, tant mieux pour le patient si cette activité lui tient à cœur. Puis par contre, si on n'y arrive pas, eh ben, on diminue encore plus. La kinésithérapie peut aussi être une bonne aide pour diminuer les douleurs et améliorer la récupération. Mais en fait, ce qui va faire que les patients ont plus mal, c'est que la croissance se termine et que la zone de jonction os-cartilage s'ossifie complètement et puis que les choses rentrent dans l'ordre naturellement. C'est le cas dans l'énorme majorité des cas. Et puis, de temps en temps, il y a des patients qui gardent des douleurs chroniques et qui sont embêtés un petit peu plus longtemps, mais ce n'est vraiment pas la majorité des cas. La maladie de Sever, qui est la deuxième apophysite la plus fréquente, elle concerne le noyau d'ossification du calcanéum. Lui aussi, il est soumis à de très fortes contraintes puisque c'est le tendon d'Achille qui vient s'insérer dessus et qui tire. Donc on est dans la même sphère de pathologie.
en général, c'est le garçon sportif. L'atteinte, elle peut être unie ou bilatérale, synchrone ou asynchrone. En fait, vraiment, il y a beaucoup de similitudes entre la maladie d'Osgood-Schletter et la maladie de Sever. Ça touche le garçon un petit peu plus jeune parce que la croissance sur le pied se termine avant la croissance sur les genoux. Donc souvent, l'atteinte est un peu plus jeune, mais elle rentre dans l'ordre chez les garçons plus jeunes que la maladie d'Osgood-Schletter. Là encore, on commence par l'interrogatoire. L'interrogatoire qui s'attache à retrouver donc des douleurs de talons, douleurs mécaniques, augmentées à l'activité sportive, améliorées par le repos sportif. On regardera l'examen clinique, c'est pareil que pour l'Osgood-Schletter, en appuyant sur le noyau d'ossification du calcanéum, on reproduit la douleur. On peut voir une petite tuméfaction locale. Et là encore, si l'anamnèse et l'examen clinique sont typiques, on n'est pas obligé de réaliser des examens complémentaires. Parce que la radiographie du pied entre un patient qui a une maladie de Sever et un patient qui n'a pas de maladie de Sever, ça peut être strictement la même. Donc cette radiographie, si on n'a pas d'autres suspicions, elle n'apporte rien. Donc la prise en charge, elle ressemble aussi beaucoup à celle de la maladie d'Osgood-Schletter. On adaptera les activités sportives dans un premier temps. On peut les arrêter complètement si ça ne rentre pas dans l'ordre. La kinésithérapie peut aussi aider avec des étirements musculaires, une prise en charge antalgique. Et il y a des petits moyens dans la maladie de Sever qui peuvent bien améliorer les choses. Ça va être de favoriser le chaussage amortissant. Parce que quand vous avez des semelles très fines et très dures, ça vous augmente les douleurs. Et puis sinon, on peut mettre aussi des talonnettes en silicone. Ça peut permettre de passer le cap douloureux et puis d'accompagner la fin de la croissance où les choses vont rentrer dans l'ordre spontanément. Dans tous les cas, que ce soit dans la maladie d'Osgood-Schletter et dans la maladie de Sever, il ne faut pas hésiter à revoir les patients parce que ça peut nous permettre de confirmer le diagnostic et surtout de réassurer les patients. C'est des pathologies qui peuvent prendre plusieurs mois, évoluer par crise, mais vraiment, il faut rester dans la réassurance et l'accompagnement, c'est ce qui fait que ça se passera bien. Dans ce tableau, vous pouvez visualiser l'ensemble des atteintes qui peuvent rentrer dans les épiapophysites de croissance et vous verrez que ça peut concerner le membre supérieur, le membre inférieur, le squelette axial. C'est bien d'en avoir au moins entendu parler parce que l'aspect radiographique, il peut régulièrement faire peur et être pris en charge à tort pour des tumeurs, en particulier tout en bas, l'atteinte de la synchondrose ischio-pubienne, où vous avez vraiment des zones qui vont être fragmentées, irrégulières, et en fait ça peut régulièrement inquiéter le radiologue ou le médecin en charge du patient, alors que ce sont des localisations bien connues d'apophysite de croissance. Et là encore, à l'anamnèse et à l'examen clinique, vous pouvez être rassurant lorsque vous voyez que c'est des douleurs vraiment mécaniques, améliorées par le repos. Donc ce qu'il faut retenir sur toutes les pathologies épiépophysites de croissance, c'est un groupe de plusieurs pathologies du squelette en croissance. C'est vraiment important parce que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'épio d'apophysite. Ce groupe de pathologies a un aspect clinique et un aspect à l'imagerie qui est commun. Les deux plus fréquentes à connaître, c'est la maladie d'Osgood-Schletter avec l'atteinte de la tubérosité tibiale antérieure et la maladie de Sever avec l'atteinte du noyau d'ossification du calcanéum. L'examen clinique, vraiment ce qui est caractéristique, c'est les douleurs mécaniques qu'on reproduit à la palpation élective, éventuellement un œdème local. On retient que l'imagerie n'est réalisée qu'en cas d'atypie à l'interrogatoire ou à l'examen clinique. Et enfin, les prises en charge, c'est essentiellement une adaptation des activités sportives, de la kiné surtout pour la maladie d'Osgood-Schletter et des semelles amortissantes pour la maladie de Sever.